Châteauroux, jour de meeting aujourd'hui pour Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui prend le contre-pied des autres candidats et n'est pas au Salon de l'Agriculture, mais à Châteauroux où elle a choisi de s'exprimer sur le thème de la ruralité. On l'écoute. Voilà, Marine Le Pen qui arrive dans la salle, une salle pleine à craquer. La candidate du Front National, escortée par ses gardes du corps qui se frayent un passage dans la foule et qui va rejoindre la scène où elle va prononcer un discours, je vous le disais, sur le thème de la ruralité. Marine Le Pen qui veut s'adresser à la France des campagnes. Voilà, petit problème technique pour la liaison avec Châteauroux où Marine Le Pen doit s'exprimer d'un instant à l'autre. La candidate du Front National qui va donc parler sur le thème de la ruralité. Mes chers compatriotes, chers internautes, puisque nous sommes suivis, comme vous le savez, chaque dimanche par des internautes de plus en plus nombreux, mes chers amis. Vous connaissez certainement la parabole biblique des talents. Au moment de partir en voyage, le maître remet à ses serviteurs de précieuses pièces de monnaie et à son retour, il leur demande ce qu'ils en ont fait. Eh bien, le bon serviteur n'est pas celui qui a enterré son lot pour le protéger et qui le rend intact à son maître, mais au contraire, celui qui a su le faire fructifier. Tel est le sens d'une parabole qui a largement fondé notre civilisation. Il incombe à chaque être, comme il incombe à chaque peuple, de faire fructifier, par la peine et le travail, les richesses qui lui ont été données. Or, quel est le principal talent de la France? Eh bien, mes chers compatriotes, nous l'avons trop oublié. C'est sa terre. Quelle richesse lui a été donnée, et bien plus qu'aux autres, sinon celle de sa mère et de sa terre. Oh, je sais, la France est une idée, des principes politiques, un État, une nation, une civilisation, oui, elle est tout cela. Mais elle est aussi, elle est d'abord, on l'oublie bien trop souvent, une terre, des territoires, des paysages, un peuple, des villes moyennes et petites, des villages et des champs. Oui, nous avons beau être assaillis par les équarrisseurs qui gaspillent nos atouts et dilapident nos richesses, il nous restera toujours un atout maître dans notre manche, l'incomparable terre de France. Incomparable, la France l'est d'abord par sa géographie, par son climat, ses montagnes, ses rivières et ses fleuves, ses champs, ses bois dispersés et ses vastes forêts. Elle l'est par l'infinité de ses côtes, par l'extraordinaire diversité de ses paysages et l'étendue de ses terres, car les Français oublient trop souvent que de par sa superficie, la France est derrière la Russie le premier pays d'Europe, incomparable aussi, parce qu'elle dispose tout simplement des meilleures terres arables, des terres les plus fertiles du monde. Nous n'avons pas de fierté particulière à en tirer, car notre terre est un don de la nature ou bien du ciel. Et ce don, nous l'avons tous entre nos mains. Notre fierté, la vraie, la seule, c'est d'avoir su la mettre en valeur comme jamais aucune terre ne le fut au cours des siècles. Notre fierté, c'est d'avoir su diversifier sans cesse les produits de son agriculture, de ses élevages, de ses savoirs, de ses métiers, les nombreux métiers des paysans et des artisans, du laboureur à l'ébéniste, du vigneron au faïencier, de tous ces fins jardiniers de la France, comme disait Charles Péguy, jusqu'aux menuisiers et innombrables artisans, artistes et architectes, auxquels nous devons le patrimoine rural
dont la réputation rayonne sur tous les continents. Sans oublier les commerçants qui ont su mailler le territoire, marier les viandes d'Auvergne à condition qu'elles ne finissent pas halal au vin de Bourgogne. Au vin de Bourgogne, à condition que le libre-échange généralisé ne le coupe pas de vin d'Algérie ou de bouchons de Transylvanie. Marier l'eau de nos sources au piment d'Espelette et le Sancerre au Chavignol, puis au fromage de la Brie ou du Cantal, sans oublier bien sûr le concert de toutes nos campagnes, la cuisine française, bouquet accompli de tant et tant de savoirs ancestraux que, et c'est significatif, les vautours de la taxation sélective ont tenté pendant des années de pénaliser au bénéfice du fast-foodisme intégré. La terre de France, ses produits et ses savoirs, cet extraordinaire héritage, nous en sommes fiers, mes chers compatriotes. Nous en sommes fiers et nous entendons bien continuer à pétrir sa vieille pâte, le travailler et le faire fructifier en dépit des stigmatisations de ceux qui parlent avec dédain de nos campagnes. Vous savez, le mépris des petits sires, qui ne savent tout simplement pas que l'infinie valeur de ce patrimoine, cet héritage, nous le défendrons en dépit des injonctions haineuses, des petits modernistes du quartier latin, tels Bernard-Henri Lévy, stigmatisant. Oh oui, oh oui, oui, vous pouvez le siffler, oui, ça y a aucun souci. Stigmatisant, écoutez-le parce que dans son livre immonde, d'ailleurs, qui s'appelait « L'idéologie de la France », il cite, je le cite, il parlait de cet indécrottable peuple français attaché à ses lopins de boue. Sic. Nous le défendrons, cet héritage. En dépit des intellos de pacotille qui daubent sur les paysans, en dépit des connivences mondialistes liguées de l'OMC, de la prétendue Union européenne, en dépit de la grande ligne des technocrates qui désertifient le territoire, condamnent nos terres à la jachère, généralisent le Roundup comme autant de napalm, finalement épuisent d'efforts les derniers paysans, les artisans, les ruraux, privant de vie les plus belles terres du monde. Car c'est la guerre, mes chers compatriotes. Oui, c'est la guerre. L'ennemi mondialiste a remporté beaucoup trop de batailles. Il suffit, comme je le fais souvent, de sillonner les routes de France, d'apercevoir ici ou là des champs abandonnés, des villages à moitié ravagés, parlons de ces quel ennemi invisible. Il suffit de voir l'invasion de la laideur marchande, défigurant nos plus nobles paysages de France. Il suffit de regarder aujourd'hui la terre de France pour mesurer à l'œil nu l'incurie et même l'acharnement meurtrier avec lequel un système dément nous a contraints à enterrer, oui, à enterrer le premier, le plus sûr, le plus précieux de nos talents. Nos campagnes et ceux qui y vivent n'ont pas droit, eux, à toutes les couvertures médiatiques. Oh, c'est vrai, les banlieues souffrent, c'est certain. Mais on ne compte plus le nombre d'émissions, de films, de reportages, pour le dire. Mais les mêmes qui veulent nous imposer à la télévision, à la radio, dans les journaux, les traditions, les mœurs, les modes de vie des autres, ni bien souvent les nôtres. À ce stade, j'aimerais devant vous tout de même, puisque c'est un sujet dont personne ne parle, peut-être est-il, là encore, politiquement incorrect, vous dire quelques mots sur la chasse. Que le parisianisme présente trop souvent comme s'opposant à la nature. Or, qui connaît mieux la faune et la flore? Qui est plus respectueux d'ailleurs de celle-ci que celui qui va par les chemins où plus personne ne va, exerçant d'ailleurs ainsi une surveillance tranquille? Qui est plus attaché à la préservation des espèces et à leur nécessaire régulation que ceux qui restent charnellement attachés à cette tradition ancrée, permettez-moi, dans l'origine de l'homme? Il est temps, je le crois, de ne plus considérer les chasseurs comme des barbares. Oh, bien sûr, il y a sûrement dans leur rang quelques individus stupides
qui se refusent à toute règle et qui ne respectent pas ou rien. Mais ils sont l'exception, mes chers amis. La réalité, c'est que l'immense majorité des chasseurs participent à un équilibre fragile. Et ils le savent souvent mieux que les quelques technocrates qui interviennent parfois à tort et à travers. Moi, ça fait longtemps que ce débat existe. On a vu d'ailleurs dans quelques pays nordiques. Ils ont interdit la chasse de toute une série d'espèces. Et puis évidemment, ces espèces se sont multipliées. Et puis elles sont devenues, du fait de leur importance, nuisibles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empoisonné tout le monde. Le problème, c'est quand on empoisonne une espèce, ben évidemment, on empoisonne toutes les autres. Les chats, les chiens, les lapins, tout le monde y est passé. On a vu il y a encore quelque temps où il y avait tellement de sangliers dans la région parisienne qu'ils ont dû payer évidemment des gens, des fonctionnaires pour venir les tirer. On voit bien qu'il faut évidemment faire confiance à ceux qui ne gèrent pas notre faune à coups de statistiques, mais qui la vivent au quotidien et qui sont aussi les transmetteurs, les relais de connaissances ancestrales sur les cycles et les équilibres de la nature. Vous savez, moi je suis très attaché à la protection animale. Et je n'oublie pas aussi que les chasseurs sont des amoureux des animaux, des amoureux de leurs chiens, déjà, bien souvent. Et que la défense des animaux et la chasse ne doivent pas être incompatibles entre gens de bonne volonté. Mais pour cela, il faut se parler. Il ne faut pas se juger avec des a priori. Et il n'y a pas de raison que ce que nous avons si bien su faire hier et pendant des siècles, nous ne sachions plus aujourd'hui le faire à nouveau. Mais nos campagnes ne souffrent-elles pas, elles aussi? Au-delà des problèmes innombrables qui les frappent, ne souffrent-elles pas d'un mal encore plus ravageur? L'abandon. Abandonnées par les pouvoirs successifs, abandonnées par les médias, abandonnées par les sociologues qu'elles n'intéressent plus. Les campagnes françaises et ceux qui y vivent ont parfois le sentiment que la France se fait sans eux, que la France les a oubliés. Parce que l'âme française est intrinsèquement une âme paysanne. Parce que nos campagnes sont un espace d'une richesse inouïe, où la France se perpétue dans ce que sa civilisation a engendré de meilleur. Je m'élève contre cet abandon. Je refuse cet oubli. Et c'est à nos compatriotes des zones rurales que je pense en particulier aujourd'hui. Parce que j'ai la conviction que quelqu'un doit se tourner vers eux pour leur tendre la main et leur offrir un avenir français, leur offrir une espérance. Alors mes amis, ensemble, nous allons rompre avec le mépris d'une petite élite parisienne qui se croit supérieure. Et nous allons remettre la France rurale dans la France tout court, au même niveau que le reste de notre beau pays. Oui, mes chers amis, je prendrai dès mon élection à bras-le-corps les difficultés de nos campagnes et j'y apporterai des solutions. L'État doit s'engager de toute sa force et de toute sa volonté auprès des zones rurales. C'est vrai sur la question essentielle des services publics. À chaque fois qu'un service public disparaît, c'est un bout de la vie de nos campagnes qui s'éteint. Le service public irrigue la France rurale. Et on ne doit pas accepter de le voir régresser partout, comme c'est le cas depuis tant d'années. Alors il faut dire la vérité à nos concitoyens. Si les services publics désertent à ce point nos campagnes, et notre pays d'ailleurs en général, c'est parce que l'UMP, le PS et leurs satellites en ont décidé ainsi. Évidemment, c'est leur responsabilité. Ils ont impulsé, accompagné, accéléré toute la destruction des services publics. Oui, mes amis, c'est bien leur Europe de Bruxelles, celle qu'ils vénèrent tous, qui liquide méthodiquement nos services publics. À coups de traités, de directives, les technocrates bruxellois ont tout privatisé. Ils ont mis le dogme du profit au-dessus de tout. Exit l'intérêt général. Exit la proximité des services publics, exit l'aménagement du territoire, fini les tarifs régulés, les tarifs raisonnables, terminé le service public pour tous. Sur un trône, les amis de Sarkozy et Hollande ont mis l'argent roi,
qui décide de tout, l'argent roi qui vaut plus que nos vies, qui vaut plus que nos terroirs. Alors je vous l'annonce, je partirai à la reconquête des services publics. Les directives européennes de la honte seront dénoncées. Les dispositions des traités qui font mal seront renégociées avec la plus grande fermeté. Le service public sera de retour et j'inscrirai dans notre Constitution que chaque Français a droit au même service public, indépendamment de ses revenus et de son lieu de résidence. On habite à Paris ou dans le plus petit village du département, le plus rural. Chacun doit avoir accès aux services publics essentiels dans des conditions identiques. Ainsi, les transports régionaux reviendront au cours du quinquennat dans le giron de l'État, parce que la décentralisation a été beaucoup trop loin, et nous le voyons tous les jours, entraînant avec elle son cortège d'inégalités et d'injustices. RFF et la SNCF seront réunis à nouveau parce que leur séparation était une absurdité qui a tout désorganisé, qui a tout rendu plus cher. Je mettrai fin à l'ouverture à la concurrence, notamment étrangère, de notre service public du rail. Honnêtement, est-ce qu'on a envie de suivre le pitoyable exemple anglais où les retards et les accidents se multiplient, où les tarifs explosent? François Hollande et Nicolas Sarkozy sont peut-être fascinés par ce modèle, mais moi, ce n'est pas ma vision des choses. Je demanderai à la SNCF de cesser d'ailleurs la politique du tout TGV, qui concentre tout sur quelques grandes lignes, parce que tout le monde a droit au train, et à un train de qualité, à l'heure, confortable, qui serve les Français avant de servir la rentabilité. L'État fixera les tarifs des grands services publics nationaux. Électricité, gaz, transport. Il y a eu beaucoup trop de dérives ces dernières années, au détriment des plus modestes, des classes moyennes et des personnes âgées, que je n'oublie pas. Je redonnerai à la Poste son statut d'établissement public de l'État, parce que chacun sait que sa transformation en société anonyme est la première étape vers sa privatisation. Je donnerai consigne à la Poste de cesser les fermetures de bureaux et de les rouvrir dans un certain nombre de nos villages abandonnés. Le bureau de poste est un service public au sens noble du terme. Et la politique de ces dernières années n'est pas tolérable. Doit-on sans cesse faire des économies de bout de chandelle sur le dos des pauvres gens, sur le dos de ceux qui sont déjà tellement pénalisés? Eh bien, je dis non, 3 fois non. Et mes amis, quand je vois ces postiers en campagne qui acceptent de prendre le courrier des personnes âgées qui ne peuvent pas poster leurs lettres elles-mêmes, eh bien, ces postiers le font à leur place, en ignorant les règlements qui leur interdisent de le faire. Quand je vois cela, je me dis qu'il reste encore dans notre pays de l'humanité. Je n'emmènerai pas la France sur le chemin de l'Espagne, où la Poste ne distribue plus le courrier à ceux qui habitent trop loin des voies de circulation principales. Parce que je crois au service public, parce que j'aime la France des campagnes, parce que je veux en toutes circonstances protéger les Français. Je suis aussi résolument aux côtés des gendarmes et de la gendarmerie, cette vieille et noble institution française qui a traversé aussi bien la monarchie que la République. La case des campagnes, c'est aussi la case de leur sécurité. Ah, il est loin le temps où les campagnes étaient à l'abri des violences, où ce phénomène était réservé aux villes. Villages, bourgs, petites villes de province, tous désormais sont touchés par la délinquance du quotidien, les feux de voiture, les cambriolages et les agressions. Tous sont touchés par l'immigration qui accentue l'insécurité. Tous, jusqu'à la plus petite école, est confronté à des revendications communautaristes auxquelles certains se sentent obligés de répondre et de se soumettre. De nos villes et de nos banlieues, la violence se déverse maintenant sans résistance sur la France des champs et des clochers. Et rien n'est même tenté pour l'endiguer. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai constaté.
que la mort dans l'âme, on abandonne les festivités traditionnelles dans de plus en plus de villages de peur, devant une bande, faire une razzia, venir semer la panique et détruire les petits moyens que la commune avait réussi à acheter au fur et à mesure, une petite décoration, quelques tentes, une petite sono. Pire, au lieu d'attaquer le voyou, on s'en prend à la gendarmerie, dont on ferme les brigades, dont on réduit sans cesse les effectifs, qu'on force à se marier avec la police nationale, qu'on menace même, à terme, comment ne pas le voir, dans son existence. Je l'ai dit et je le redirai, la gendarmerie doit être sanctuarisée dans son statut militaire. Elle connaît bien, la gendarmerie, les spécificités de la France agricole et rurale. Elle est appréciée de nos compatriotes. Elle répond à des exigences particulières. Chacun doit conserver son rôle à sa place, la police nationale et la gendarmerie. Voilà pourquoi la gendarmerie doit retourner dans le giron du ministère de la Défense. Voilà pourquoi il faudra reconstituer en 5 ans ses effectifs cyniquement détruits par Nicolas Sarkozy. Voilà pourquoi, mes amis, je ne laisserai pas le désordre et la violence envahir nos campagnes. Et puisque nous en sommes au service public, mes chers compatriotes, évoquons ensemble celui qui nous tient tous à cœur, l'école. Oui, tout petit Français a droit à la réussite. Et non, toutes les difficultés ne sont pas concentrées dans les seules zones d'éducation prioritaires. Dans nos villages, l'échec scolaire est une difficulté, souvent même une difficulté plus lourde encore, car plus grand monde, il faut bien le dire, à la capitale ne s'en préoccupe. Dans nos villages aussi, le niveau baisse. Dans nos villages aussi, l'ascenseur social est en panne. Alors je ferai en sorte que les campagnes ne soient plus les grandes oubliées de la politique scolaire. Je demanderai qu'une direction générale au ministère de l'Éducation nationale soit spécifiquement dédiée aux problématiques rurales. Je demanderai aux ministres d'accueillir dans leur cabinet des conseillers issus du monde rural qui le connaissent bien. Je romprai avec l'obsession du gigantisme scolaire. Les méga-structures urbaines ne sont pas forcément plus performantes et elles sont toujours moins humaines. Il n'est d'ailleurs pas normal qu'on force nos jeunes à avoir parfois plus d'1 heure de transport le matin et le soir pour se rendre à l'école ou au collège. On cessera de fermer à tout va les petits établissements scolaires parce que petit ne veut pas forcément dire moins bien, au contraire. Vous le savez bien, la proximité a des vertus que la manie de la concentration n'a pas. Je serai exigeante avec nos enfants partout. Partout, je demanderai qu'on apprenne les valeurs de la France. Dans toutes les écoles de France, je ferai résonner la Marseillaise et claquer le drapeau bleu, blanc, rouge. Partout, mes amis, je demanderai qu'on élève le jeune et qu'on exige de lui le meilleur. Personne n'a vocation à être relégué, à être rabaissé parce qu'il n'habiterait pas au bon endroit. Refonder l'école de la République, ce sera ma priorité sur l'ensemble du territoire national. J'aime la France rurale et la France des villages. Je ne l'oppose pas à la France urbaine et des banlieues, car les deux se complètent, car l'une a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'une. Pourtant, cette France rurale, cette France des villes traditionnelles, est la grande oubliée. Cette France rurale, cette France pluriséculaire souffre, mais elle souffre en silence. Ah, elle ne connaît pas ces tumultes et ces émeutes qui attirent les caméras. Elle est digne, alors que la pauvreté frappe en trop grand nombre ses habitants. Elle ne crie pas à la discrimination, alors que les élites l'ont depuis si longtemps rejetée au profit des lieux qui concentrent toute l'immigration. Elle est la première victime de la crise et elle subit de plein fouet les ravages de la mondialisation. Ah, c'est vrai, quelques reportages, de temps en temps, sur ces maternités, ces écoles que l'on ferme, ces retraités de l'agriculture, du commerce, qui survivent, sur ces éleveurs, ces producteurs de lait, quand l'indignation est trop forte et qu'ils décident désespérément d'attirer un peu l'attention de la caste sur l'urgence de leur situation. Mais rien, par rapport à tous ces sujets, toujours les mêmes qui passionnent nos élites. Ces sujets sont ultra minoritaires.
Qui remettra la France rurale au centre du jeu? Qui sera la voix de ceux que l'on n'entend pas, que l'on n'écoute pas? Qui rappellera que la France rurale est un de nos atouts majeurs et son espace une chance? Mais mes amis, encore faut-il s'intéresser à une grande partie de cette ruralité. Encore faut-il aider nos agriculteurs et nos paysans. La France est une vieille terre agricole. J'y reviendrai bientôt au salon de l'agriculture, mais je le dis et je le redis, on ne peut pas laisser tomber nos paysans, nos agriculteurs. Non seulement on ne peut pas le faire, mais c'est une absurdité de le faire. À l'heure où la PAC les abandonne, à l'heure où les technocrates enfermés dans leurs murs de béton de Bruxelles les condamnent, je promets aux paysans une formidable renaissance appuyée sur cette réalité simple. Notre terre est une terre de talent, de savoir-faire et de terre fertile. Il leur manque un cap, une reconnaissance que seule une politique agricole française lui donnera. Et c'est pourquoi je transformerai la PAC pour la remplacer par la PAF. Ah oui, ça vous allez nous entendre. Nous allons dénoncer la libéralisation des droits de plantation qui veut tuer nos vignobles et notre vin, l'or de la France. Oui, nous irons vers une agriculture raisonnable, soutenue, juste, puissante, qui sera l'un des moteurs de la France du XXIe siècle, où nous serons aux côtés des petits et pas seulement aux côtés des gros. Au moment où le monde entier s'interroge pour savoir comment allons-nous faire pour nourrir cette population mondiale qui ne cesse d'augmenter, l'Europe de Bruxelles, elle, a joué à Attila. Elle a progressivement détruit et affaibli, alors même que demain, nos paysans, nous viendrons probablement à genoux les supplier de travailler plus qu'ils ne le font encore pour pouvoir nourrir toutes ces bouches qui naissent. Rendez-vous compte de la folie et de l'incompétence de ceux qui nous gouvernent. Comment ceux-là peuvent-ils encore donner des leçons en quelque domaine que ce soit? Regardez-les, ces experts, ces sachants qui nous méprisent, qui méprisent nos solutions, mais qu'ils regardent leur bilan. Où que l'on se tourne, quel que soit le domaine que l'on analyse, tout n'est qu'échec depuis 30 ans. Et ils ont encore l'audace de nous donner des leçons. Eh bien moi, je demanderai aux agriculteurs d'élever et de cultiver pour les Français. Je leur demanderai de faire leur métier, parce que je sais qu'ils aiment la nature et la respectent. Tout simplement, je leur ferai confiance, qu'ils sachent qu'ils peuvent, en toutes circonstances, compter sur moi. Ce ne sont pas ceux qui, depuis leur bureau, ne distinguent pas une vache d'une chèvre, qui pourront décider de notre avenir agricole. Mais je sais aussi, mes amis, je sais aussi que ce savoir-faire, que ces compétences agricoles sont aussi pour nous un gage de sécurité alimentaire. Que les Français qui vivent dans les villes se sentent également concernés par ces problématiques essentielles, parce qu'on a ouvert large nos frontières, on a mis notre agriculture en concurrence avec des produits dont on est obligé de dire aujourd'hui qu'en réalité, on ne sait rien sur eux, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été cultivés, on ne sait pas ce qui a été donné à manger aux bêtes que l'on a importées, que l'on met dans nos assiettes. C'est ça la vérité. À partir du moment où il n'y a plus de frontières, nous n'avons sur les produits et sur les biens que nous importons qu'un contrôle a posteriori.
Très rarement un contrôle a priori. On voit bien les manœuvres qui consistent à passer par tel État en nous disant « Ah ben, on importe de tel État » et puis on s'aperçoit qu'en réalité, pas du tout. C'est de la viande qui a fait 50 000 kilomètres avant d'arriver. On impose à nos agriculteurs, et tant mieux, des normes de sécurité, parfait. Point trop n'en faut tout de même dans la lourdeur de ces exigences et de ces normes qui parfois deviennent complètement ubuesques. Mais qui peut dire qu'il existe une justice quand nos agriculteurs sont soumis à la multiplication des normes, mais quand l'on sait pertinemment que les produits que l'on importe, en réalité, n'en respectent quasiment aucune? Alors, Français des villes, des grandes villes, intéressez-vous à ces problématiques. Intéressez-vous à savoir ce que nous mettons dans l'assiette de nos enfants. Parce que moi, les paysans français, je connais la qualité des produits qu'ils fabriquent, qu'ils produisent, qu'ils élèvent. Je suis sûr de ce que j'ai dans mon assiette quand ça vient de nos terroirs et de nos champs français. Et cette sécurité, elle n'a pas de prix, mes amis. Cette sécurité, elle n'a pas de prix. Parce que de cette sécurité dépend évidemment notre santé. Alors vous voyez que tout le monde est concerné par ces problèmes. Parce que je refuse aussi qu'on laisse gagner la désertification. Je me battrai. Parce que je refuse qu'on laisse l'implacable logique du marché concentrer par un mouvement destructeur les populations dans quelques métropoles où la vie quotidienne devient de plus en plus difficile, pendant que de vastes étendues sont laissées en friche, créant d'autres difficultés à ceux qui s'y maintiennent. Je refuse, mes amis, ces villages figés, comme arrêtés, où les parents voient inexorablement les enfants partir, poussés ailleurs par l'angoisse du vide. Oui, j'aime la France rurale, mais je ne veux pas non plus qu'elle devienne un parc à touristes pour les quelques semaines d'été. Je ne veux pas qu'elle devienne un vaste Disneyland pour amuser des enfants et body devant une nature soi-disant préservée. Nos villages ont besoin d'artisanat. Ils ont besoin de commerce parce qu'ils ont besoin de liens. Nos villages, nos petites villes ont besoin d'écoles parce que les enfants, c'est la vie. Ils ont besoin de médecins parce que la santé est une promesse de progrès. Je ne veux pas que ces villages, que ces petites villes deviennent une réserve d'Indiens, où les derniers paysans seraient devenus les jardiniers des paysages. Le sol fécondé par le travail de nos ancêtres, les villes construites par des siècles d'efforts méritent mieux que ce destin vers des musées glacés, figés, pétrifiés. Pour vivre, la France rurale a besoin d'une politique volontariste, d'une véritable politique d'aménagement du territoire, d'une vision d'ensemble sur le long terme. Alphonse Allais disait, il y a plus d'un siècle, qu'il fallait mettre les villes à la campagne. Eh bien, aujourd'hui encore, il convient de trouver un équilibre entre le respect de la nature et le nécessaire desserrement des métropoles. La réindustrialisation de la France que je propose, par la mise en place d'un protectionnisme intelligent, implique la création de nombreuses petites et moyennes entreprises. Je les encouragerai et je les inciterai même à s'implanter sur tout le territoire. Je vais vous rendre vos enfants français de la ruralité. Parce qu'avec cette planification de la réindustrialisation, je leur permettrai de trouver de l'emploi. Là où aujourd'hui, il n'y en a plus. Là où il y en a de moins en moins. Assez de croissance tentaculaire et non contrôlée de l'agglomération parisienne. Les ouvriers, les travailleurs aussi, ont le droit à une vie équilibrée, à leur propre maison, à leur jardin, à des temps de trajet raisonnables. Assez de ces immeubles anonymes, en bar, où les gens s'entassent sans espace, mais
Mon sang, la France est si belle. Tous les Français ont le droit à la France. Tous les Français ont le droit d'être propriétaires. La concentration urbaine favorise, et on le sait, la spéculation immobilière qui se dresse contre la propriété des moins riches. Aujourd'hui, les moyens de transport et de communication permettent cette diffusion du tissu industriel sur tout le territoire. C'est comme ça que sera créé l'emploi. C'est ainsi que seront revitalisés nos terroirs. C'est ainsi que sera valorisé le patrimoine commun de tous les Français. Mais encore faut-il que l'État joue son rôle, qu'il investisse dans ses moyens de transport et de communication. Il faut réduire cette fracture numérique qui rompt l'égalité entre les Français. Chacun voit toutes les possibilités qui sont offertes par Internet, pour les entreprises bien sûr, pour les personnes isolées, pour les personnes âgées, mais chaque point du territoire doit être couvert. Chaque Français doit pouvoir se relier au monde par les supports les plus modernes et profiter des extraordinaires richesses que nous offrent les nouvelles technologies. Et j'allais même dire qu'il devrait pouvoir en bénéficier plus que les autres, puisque justement c'est plus important dans les territoires qui sont en train de se désertifier, de pouvoir créer les conditions de ce contact et de ce développement économique. Alors évidemment, il faut exiger des opérateurs Internet qui couvrent 100% du territoire français au même prix partout. Moi j'aime trop la liberté que procure Internet pour en priver des centaines de milliers de Français. Oubliés, délaissés. Moi j'hésite pas à le dire. Les territoires ruraux sont aujourd'hui les laissés pour compte dont il faut s'occuper. Et comment ne pas le voir en matière de santé, où les injustices deviennent criantes et même révoltantes. La solidarité avec nos territoires ruraux, c'est pourtant avant tout la solidarité en matière de santé, parce que c'est là que se joue l'essentiel. Parce que l'on ne revitalisera pas nos territoires ruraux si l'on y laisse les gens y vivre moins bien. Parce qu'on ne risque pas de les redynamiser si l'on continue à fermer à tour de bras les petits hôpitaux sans discernement, si l'on continue de les transformer en déserts médicaux, sans un accès équivalent au système de soins. Les ruraux seront maintenus à l'écart de la modernité. Or, il n'y a pas de sous-français qui seraient sous-soignés. Les campagnes n'ont pas de raison d'être condamnées à une santé au rabais. C'est inacceptable et c'est dangereux. Pendant des années, les gouvernements UMP et PS, main dans la main dans ce domaine comme dans les autres, ont d'une manière absurde resserré le numerus clausus. Vous savez, c'est le nombre de médecins que l'on peut former chaque année en France. Cette politique absurde du numerus clausus a aujourd'hui des conséquences dramatiques. D'autant plus que la population ne cesse de vieillir, avec des besoins croissants, bien sûr, en matière de santé. Une étude récente de l'Ordre des médecins montrait, bien sûr, que ce sont les zones rurales qui souffrent le plus de cette politique imbécile. Je vais prendre un exemple particulièrement frappant, la Picardie. L'une de ces vieilles terres oubliées de notre République. La Picardie est devenue l'emblème de cette folle politique du numerus clausus. Elle ne compte, figurez-vous, que 239 médecins en activité. 239 médecins en activité régulière pour 100 000 habitants, soit la densité médicale la plus faible du pays, complètement laissée à l'abandon. La Picardie compte aussi 44% de médecins diplômés d'universités étrangères, parmi lesquels on dénombre, tenez-vous bien, un tiers des médecins qui viennent du Maghreb et un tiers des médecins qui viennent de Roumanie. Mais où le gouvernement? Où le gouvernement? Honte à notre gouvernement qui, depuis des années, sait que nous avons besoin de médecins, que nous avons besoin de plus en plus de médecins, et qui empêche nos étudiants, nos jeunes étudiants français, de devenir eux-mêmes médecins. Croyez-vous que cela soit acceptable? A-t-on sérieusement besoin d'aller chercher dans des pays étrangers des médecins, alors que justement des centaines d'étudiants sont sottement détournés de cette filière d'études? Ne peut-on pas, honnêtement, s'accorder à nous-mêmes? Ne peut-on pas s'accorder à nous-mêmes l'excellence de la formation médicale à la française, y compris pour nos compatriotes de zones rurales?
Très honnêtement, mes amis, bien entendu, il ne s'agit pas ici de pointer du doigt les médecins qui viennent de l'étranger travailler dans notre pays, mais c'est quand même pitié de voir, comme nous le voyons, des reportages sur des petits villages qui vont chercher des médecins en Roumanie pour tenter de les attirer dans le village. Parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Mais quand je parle des médecins, je ne parle pas effectivement, vous avez raison, madame, que des médecins. Il y a aussi la médecine générale, mais il y a aussi les dentistes. C'est pitié de voir ces hommes et ces femmes de talent, sûrement, mais qui ne maîtrisent pas évidemment parfaitement notre langue, et ces personnes âgées un peu déboussolées dans ces circonstances. C'est pitié de voir cela, car si l'on ne pouvait pas faire autrement, on pourrait comprendre. Mais c'est nous qui avons créé notre propre carence. Ce sont nos gouvernants qui, par leurs politiques absurdes, nous mènent à l'obligation de rejeter des étudiants français pour aller chercher des médecins étrangers. Alors, assurer la continuité des soins sur l'ensemble du territoire national, c'est donc d'abord former des médecins français. Je crois que nous devons en former 3500 et nous en avons besoin de 6000 ou de 6500 par an. Mais non, mais on regarde ça, mais on pourrait multiplier les exemples tels que celui-là à l'envi. Il faut donc faire des médecins français. On en arrive même à des situations où des étudiants français sont obligés d'aller passer leur concours de médecine à l'étranger pour revenir à cette qualité de médecin étranger. Non, mais je veux dire, bref. Alors évidemment, moins il y a de médecins, plus il est difficile d'en trouver, évidemment, dans les zones rurales, qu'il faut en former et les inciter à s'installer dans les zones rurales. Pour y aider, moi je proposerais que la scolarité des personnels médicaux intègre un stage territorial pour une découverte concrète de nos territoires. Il n'y a qu'en donnant envie, en montrant aussi aux médecins la qualité de vie que l'on peut avoir à la campagne, qui feront le choix de s'y installer. Et plus ils y seront nombreux, moins leurs conditions de travail seront difficiles. Parce que là aussi, on voit bien qu'il y a un cercle vicieux. Moins il y a de médecins dans les campagnes, plus c'est compliqué pour eux d'exercer la médecine, parce qu'ils doivent être joignables 24 heures sur 24 et tous les week-ends, et qu'ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir se passer le relais des gardes les uns aux autres. Donc plus il y en aura, et moins leurs conditions seront compliquées. C'est ce cercle vertueux que je veux mettre en place, parce que la désertification n'est pas une fatalité, c'est une question de volonté politique. Assurer l'accès aux soins dans les zones rurales, c'est aussi s'assurer d'un bon maillage du territoire en hôpitaux. On le sait, les mégastructures hospitalières, parfois à 2 heures de voiture des zones les plus reculées, ne sont pas la solution miracle. Et je veux sur ce point insister. La responsabilité du politique, c'est bien sûr d'assurer le meilleur niveau de soins tout en maîtrisant les coûts pour la collectivité. Et pour cela, nous ne pourrons pas conserver tous les petits hôpitaux. Mais dans chaque bassin de santé, il faut s'assurer de la présence de centres hospitaliers ou médicaux pluridisciplinaires. Je lancerai ainsi une réorganisation dans la concertation de la carte hospitalière et de l'organisation du travail au sein des hôpitaux. Et en particulier, je veillerai au développement des maisons de santé, qui pourront prendre en charge les petites urgences, afin de désencombrer les services d'urgence et puis de rassurer les habitants ruraux. Car évidemment, parfois, ils sont très légitimement inquiets de l'éloignement du personnel capable d'intervenir en urgence. Alors, je pense bien sûr à nos personnes âgées, mais je pense aussi à des familles avec des enfants en bas âge qui parfois ne veulent pas s'installer dans tel ou tel endroit du territoire parce que l'offre de soins est trop lointaine et qu'ils craignent que l'intervention, si jamais il arrive quelque chose aux petits, ne puisse pas arriver assez vite. Ça participe des raisons, des choix, ça participe de notre qualité de vie. Car enfin, mes amis, on parle souvent, et c'est légitime,
du pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat n'est qu'une partie de notre niveau de vie. Le pouvoir d'achat baisse, mais il n'y a pas que lui qui baisse. C'est l'ensemble de la qualité de nos vies qui baisse. C'est l'ensemble de notre niveau de vie qui baisse. Parce qu'à côté du pouvoir d'acheter, il y a aussi toute une série de choses qui font que l'on vit bien ou que l'on vit mal. Il y a effectivement la santé et l'accès aux soins. Il y a la possibilité de se soigner sans s'inquiéter de ne pas pouvoir acheter tel ou tel médicament. Il y a la qualité des soins qui vous sont apportés. Il y a le sentiment de sécurité lorsque les soins vous sont apportés. Il y a la qualité de l'école dont je parlais tout à l'heure. Il y a cette certitude quand vos enfants font des études, quand parfois les uns et les autres vous vous sacrifiez pour qu'ils fassent des études. La certitude qu'à la fin de ces études, ils auront un emploi. Il y a le sentiment de vivre... Voilà pour le discours de Marine Le Pen en direct de Châteauroux, dans l'Indre. La candidate du Front National avait choisi de s'exprimer sur le thème de la ruralité. Marine Le Pen qui s'est adressée à la France des campagnes, une France qui souffre, une France oubliée, délaissée et méprisée par les élites qui nous dirigent. Fin de citation, une France rurale à laquelle Marine Le Pen s'est dite profondément attachée. Cet héritage, nous le défendrons. Étonnera. Posez-vous cette question. Qui es-tu? D'où parles-tu? Toi, expert, qui es-tu? Toi, journaliste, qui es-tu? Toi, politique, qui es-tu? Toi, n'es-tu pas payé par un grand groupe qui vit des commandes publiques? Es-tu totalement libre de l'analyse que tu fais? Toi, expert, n'es-tu pas payé par telle ou telle grande société, par tel ou tel institut de recherche, je ne sais pas quoi? Es-tu totalement libre des lobbies, des lobbies de la grande distribution? Es-tu totalement libre des lobbies pétroliers? Es-tu totalement libre des lobbies agroalimentaires? Vous écoutez, nous avons un outil merveilleux, Google. Ou un autre d'ailleurs. Cherchez. Ne soyez pas passif face à l'information qu'on vous donne. En toutes circonstances, cherchez qui parle et d'où il parle et quels sont les liens qui le contraignent. Et ainsi vous comprendrez, mes chers amis, et ainsi vous comprendrez que bien souvent, ça n'est pas vous qu'ils défendent. Soit parce qu'ils ne sont pas libres, soit parce que ce sont les intérêts d'autres qui sont défendus au travers de leurs paroles ou au travers de leurs plumes. Alors oui, je veux parler de la France, je veux parler à la France d'elle-même d'ailleurs. Oh, certes, non pas pour stigmatiser quiconque, mais parce que chacun doit savoir ce qu'il est. Vivre avec soi-même, dans l'honneur et la confiance en soi. Vivre dans la conscience de soi, comme doit le faire chaque pays, non seulement pour faire vivre la diversité, et je dirais, la diaprure du monde, échappant ainsi à la bouillie du mondialisme unidimensionnel qui est le contraire de l'universel. Mais aussi pour pouvoir intégrer dans la mesure où il le peut des éléments allogènes. Interrogeons-nous donc pour finir sur ce mot de naturalisation que l'on utilise trop souvent sans en comprendre le sens. Pour naturaliser, il faut une nature. Pour naturaliser français, il faut une nature française, une terre française, des paysages, une lumière, un air français. On ne naturalisera jamais dans une morne grisaille de béton et de bitume.
On ne naturalisera d'ailleurs aucun jeune Français, même si ses parents sont Français depuis des générations, sans qu'ils ne se reconnaissent une terre, une souche, des racines. Et je me demande si ceux qui intentent à la vie de nos villages et de nos campagnes ne savent pas justement que pour détruire, ou comme ils disent, pour dépasser la France, rien n'est plus efficace que d'assécher la vie de ces territoires et couper nos fils nourriciers pour qu'arrive à la France ce qui arrive toujours à un arbre qui perd ses racines. Un arbre dont on coupe une à une ses racines tombe. C'est ce qu'il pourrait arriver à la France si elle oublie de se nourrir d'elle-même. Voilà pourquoi... Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, je n'ai pas peur de parler de la ruralité. Et même, tant pis si l'on m'accuse d'essentialisme, de mettre la nature française au cœur de l'avenir de la France. Je le fais non pas seulement pour nos campagnes, nos provinces. Je le fais non pas seulement pour nos campagnes, nos provinces et ceux qui y vivent, et que le petit monde politico-médiatique oublie et méprise. Je le fais non pas seulement parce que je ne veux pas voir le visage de la France réduit à une sorte de terrain vague allant du Rhin à l'Atlantique. Je le fais aussi parce qu'ils sont, parce que vous êtes le cœur de la France, sa nourriture, sa substance, parce que vous êtes son tabernacle, sa sève et sa vie. Alors, debout la France oubliée, la France méprisée, la France abandonnée. Debout Châteauroux et ses champs bien peignés, Saint-Amand-Montron et ses clochers dorés au crépuscule. Debout Issoudun, Argenton, Bourges et Mazières-en-Gâtine, tapis dans les brumes de la Brenne. Debout Guéret et ses vallons. Debout Montluçon et Dain, le Palestel. Debout Segré et l'Ardoise angevine. Debout Viergeon, Romorantin et Fongombault. Et debout Clermont-Ferrand, Compiègne, Nice, Lourdes et Reims. Debout Terre de France. Vos splendeurs, mes amis. Le visage de la France de toujours, c'est-à-dire le visage de l'avenir. Vive la République, vive la France, la si belle France. Voilà, c'était le discours en direct de Marine Le Pen. Marine Le Pen, la présidente du Front National, en meeting à Châteauroux. Elle est revenue sur ses thèmes de prédilection, l'insécurité, mais elle a parlé également de ruralité pour une France abandonnée par le pouvoir, Maxime. Oui, abandonnée par l'UMP et le PS. Une France d'aujourd'hui abandonnée, les campagnes abandonnées. Elle propose à nouveau de baisser, par exemple, le prix de l'essence. La voiture est indispensable dans nos campagnes, dit-elle. Elle a aussi stigmatisé une nouvelle fois au détour de son discours la viande halal, Bernard-Henri Lévy et le parisianisme qui méprise donc les campagnes. Et elle annonce qu'elle partira à la reconquête des services publics abandonnés donc par l'UMP et le PS à la campagne.